À l'orée de 2026, le Moyen-Orient reste l'un des espaces où s'expriment avec le plus de brutalité les logiques contemporaines de domination. Loin d'être une succession de tensions, les tensions qui traversent la région s'inscrivent dans une histoire longue de colonisation, de démantèlement des souverainetés et d'ingérence permanente des puissances occidentales et de leurs alliés régionaux. L'année 2025 a confirmé une tendance lourde, la gestion militaire des peuples, la sécurisation des intérêts stratégiques, énergétiques, commerciaux et géopolitiques et la marginalisation systémique du droit international lorsqu'il entre en contradiction avec les intérêts des puissances dominantes. Dans ce cadre, la question palestinienne demeure révélatrice centrale de l'intérêt de l'ordre mondial actuel et de ses hiérarchies. Pour analyser ces dynamiques, nous recevons ce soir avec grand plaisir et honneur Youssef Boussmah, historien et militant antisioniste, dont les travaux s'inscrivent dans une critique globale des formes contemporaines de domination en Moyen-Orient et ailleurs dans le monde. L'échiquier international, c'est tout de suite. Très chers téléspectateurs, bienvenue pour ce dernier numéro de l'année 2025 et c'est avec un plaisir renouvelé que je vous reçois ce soir dans ce plateau, mais aussi que je reçois Youssef Boussmah, je le disais à l'instant, il est historien et militant antisioniste. Youssef, merci de répondre toujours présent et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous, c'est un honneur. Merci Youssef. Alors Youssef, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que vous pensez qu'on peut analyser aujourd'hui le Moyen-Orient autrement que comme un espace sous tutelle, je vais lâcher le mot, on va le dire, c'est peut-être la dernière fois que je vais lâcher le mot cette année, sous tutelle impérialiste permanente? Oui, bien sûr, c'est encore le cas, les grandes lignes directrices aujourd'hui qui commandent le présent et malheureusement pour un avenir proche, comment le Moyen-Orient sont encore définis à Washington et on le voit également bien évidemment au cœur de l'antitationniste, donc à Tel Aviv. Et malheureusement, on a vu que l'année écoulée a confirmé cette emprise de l'impérialisme sur le Moyen-Orient, sur ses ressources, et aussi cette emprise de l'impérialisme concernant les dommages subis par les populations civiles à Gaza, bien sûr, mais pas uniquement à Gaza, au Liban, en Iran, en Irak, un peu partout, en Syrie, bien sûr. Justement, on parle de cette année 2025 et on parle de ce qui s'est passé cette année 2025. Je rappelle que le génocide à Gaza s'est poursuivi tout au long de cette année 2025. Il y a eu de nombreuses attaques de l'entité sioniste sur des pays souverains de la région. On va y revenir. Mais vous, aujourd'hui, en tant que, je le disais dans l'introduction, en tant que militant antisioniste et en tant qu'historien, quel bilan faites-vous pour le Moyen-Orient de cette année qui vient de s'écrouler ou qui s'écroulera dans quelques heures? Oui, alors le bilan, c'est le Moyen-Orient on peut dire que parfois l'histoire s'accélère. L'histoire s'accélère et c'est vrai que l'année écoulée, mais l'année précédente également, donc cette séquence des 2 années qui coïncident avec la mise en place du génocide à Gaza, correspondent à un tournant, correspondent à un virage historique. Parfois on dit qu'une année, c'est Lénine qui disait cela, qu'une année vaut 10 années et 10 années passent comme une année. Eh bien, on peut dire que ces 2 années-là ont complètement bouleversé la géographie, la géopolitique du Moyen-Orient. On le voit, donc, ce qui s'est passé, ce qui se produit, ce qui continue à se produire, c'est la volonté impérialiste d'accroître la domination, alors qu'auparavant, l'impérialisme, prenait des mesures, essayait de le faire de façon plus ou moins ouverte, plus ou moins brutale. Là, on a affaire à une brutalité crue. Comment on peut dire que ce bilan est un bilan qui est extrêmement meurtrier, pour les populations palestiniennes, mais pas uniquement. Et on a bien la volonté de l'impérialisme, de brûler les étapes, pas uniquement de maintenir sa domination, mais comme l'a dit le chef de l'entité sioniste, de remodeler le Moyen-Orient. Selon les vues, selon les désirs, selon la conformité avec les intérêts de l'entité sioniste. Et les choses, jusque-là, ne s'étaient jamais passées de cette façon. En tout cas, on ne le disait pas de cette façon.
Très bien, justement, vous êtes en train de parler de cette, si je peux m'exprimer ainsi, de la modification finalement des rapports de force et des rapports de domination qu'il y a au Moyen-Orient. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment est-ce qu'il y a eu cette recomposition stratégique en cette année 2025, en particulier quand les puissances étrangères, durant très longtemps, au Moyen-Orient, se sont présentées comme étant des puissances équilibristes, des puissances de modératrices. Et on se rappelle tous de cette fiole de Colin Powell, de cette fameuse histoire de ramener la démocratie au Moyen-Orient. Mais dès le début du génocide à Gaza, cet argument est tombé en miettes finalement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce point précisément? Tout à fait. Je veux dire, alors l'Union européenne, c'est toujours prévalu d'un respect des droits de l'homme, etc. Et c'est toujours présenté comme une force stabilisatrice. Vous l'avez dit, modératrice, stabilisatrice. Eh bien, on a vu que l'Union européenne finalement a laissé faire. Elle n'a pris à ce jour aucune mesure. Je dis bien, c'est extrêmement grave, en dépit des rapports, des condamnations, des cours de justice internationale, aucune mesure contre l'entité sioniste. Ça, c'est une chose. Et on peut dire que le roi est nu. Hein, le roi est nu, c'est-à-dire qu'effectivement, devant la volonté impérialiste et sioniste, eh bien, de détruire le Moyen-Orient, parce qu'il s'agit, c'est pas simplement de le rendre conforme à leurs intérêts. Leurs intérêts, c'est de le détruire pour imposer leur domination totale. Eh bien, on voit que l'Union européenne, eh bien, finalement, on découvre sa véritable face, c'est-à-dire que sa face consiste à accepter les dictates de l'entité sioniste et de l'impérialisme avec Trump. Et alors donc, comment ça s'est passé? Il y avait d'abord ces accords d'Abraham, alors finalement, ces accords d'Abraham qui étaient en bonne voie d'être conclus, y compris avec l'Arabie Saoudite et d'autres pays. Et finalement, il y a eu un coup d'arrêt. Alors, on peut dire que finalement, il y a l'imposition d'une force de la part de l'impérialisme et de l'antitétionnisme, mais en même temps, il y a un coup d'arrêt. C'est-à-dire que si l'impérialisme est obligé aujourd'hui si je puis dire, de mettre le paquet, excusez-moi l'expression, c'est que aussi ces plans ont été mis relativement en échec. Ces plans ont été relativement en échec. Finalement, ça ne s'est pas passé complètement comme il le voulait. Il y a quand même si on peut dire que l'axe de la résistance a subi des pertes, on l'a vu, des pertes importantes, eh bien malgré tout, il y a quand même l'expression des populations de s'opposer à ce diktat impérialiste. Et c'est quand même ça, c'est quelque chose de positif. Alors évidemment, on est dans une situation de confrontation directe, et je pense que cette confrontation va s'accroître. Nous ne sommes pas au bout du film, permettez-moi l'expression. Nous sommes en plein dans l'action. Personne ne peut encore dire ce qu'il va devenir, mais ce qui est certain, c'est que l'impérialisme va essayer par tous les moyens d'accroître sa pression, de modeler, de diviser, ce qui était toujours son plan. Vous savez, le fameux plan d'Oded Yinon des années 80, le plan de stratégie d'Israël pour les années 80, de ce stratège qui s'appelait Oded Yinon. Eh bien, je crois que c'est la mise en application. Alors, ça ne veut pas dire que ce plan va réussir, mais en attendant, aujourd'hui, on le voit, si on prend les pays du Golfe entre autres, ce plan, on tente de le mettre en application. Mais il semble qu'il y ait quand même des résistances. Et ces résistances, elles se sont exprimées de façon extrêmement vive, que ce soit au Liban, même si le Liban a subi des coups très durs, le Liban ne cède toujours pas, Gaza évidemment, le Yémen également, l'Irak. On peut dire que nous sommes en plein dans la confrontation. Nous sommes au cœur de l'action actuellement, et elle n'est pas terminée. Je veux dire, nul ne peut dire qu'effectivement, ce bilan, alors même si ce bilan aujourd'hui peut apparaître comme étant positif pour l'impérialisme et l'entité sioniste, rien n'indique que cela va se poursuivre, parce que les peuples des résistances apprennent également, se reconfigurent également. Si l'impérialisme veut configurer le Moyen-Orient selon ses desiderata, les résistances populaires également s'adaptent et se réadaptent. Justement, est-ce que vous parlez de cet aspect de victoire de la résistance palestinienne, de la victoire des peuples? Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer dans le bilan 2025 finalement que l'entité sioniste a été mise en échec, ne serait-ce que dans le domaine de la guerre de l'image? Parce qu'il y a quelques années, par exemple, en Occident, manifester pour la Palestine, encore aujourd'hui, il est répréhensible, sauf que les peuples ne sortaient pas. Mais on l'a vu depuis le début du génocide, les peuples en Occident, les peuples
au tiers-monde, c'est naturel. C'est un soutien naturel qui est issu des guerres de libération contre le colonialisme. Mais en Occident, on a l'impression qu'une parole s'est libérée quant à la question palestinienne, mais même sur les autres questions liées à la domination impériale et occidentale sur les peuples du Sud. Mais bien sûr, on peut considérer que cette violence débridée, cette violence sans retenue, qu'exprime actuellement l'antité-sioniste soutenu par l'impérialisme, ne l'oublions pas, l'impérialisme dominant américain, eh bien, c'est aussi une preuve d'échec. Parce qu'auparavant, si on regarde ce qui s'est passé depuis 1948, le rythme des guerres, eh bien, le rythme des guerres s'est accru. Alors la guerre, évidemment, c'est terrible. Il y a évidemment beaucoup de victimes civiles, mais on peut dire qu'à chaque fois qu'il y a une guerre, c'est parce que l'antité-sioniste est mise en échec. Est mise en échec parce que sinon, on n'aurait pas besoin à chaque fois de renouveler. Et on peut dire que à chaque fois, guerre après guerre, eh bien, l'antité-sioniste est frappée de plus en plus dans ce qu'elle pensait. Elle n'aurait jamais pensé comment être frappée. Dans des lieux où elle n'aurait jamais pensé être frappée. Donc, ce que je veux dire, et ça crée des fractures. Ça crée des fractures au sein même de l'antité-sioniste. On le voit bien. Ça crée des fractures entre les différents acteurs impérialistes, puisque l'Union européenne maintenant se retrouve confrontée à ces mensonges. Et elle va devoir s'expliquer. Et je ne pense pas que les peuples vont accepter, vont passer aux pertes et profits ce qui s'est passé, la lâcheté de l'Union européenne, la complicité de l'Union européenne. Et cela n'est pas une victoire pour l'impérialisme et l'antité-sioniste. C'est au contraire un échec relatif. Si l'antité-sioniste est obligée d'intervenir aujourd'hui, eh bien, c'est parce qu'elle a échoué, parce que sinon, elle n'aurait pas besoin d'intervenir. Et je crois qu'en face, en plus, elle rencontre des acteurs qui, en dépit de l'asymétrie des forces, eh bien, sont de plus en plus performants, que ce soit aussi bien les acteurs arabes que les acteurs iraniens. Donc, voilà, les peuples, en plus, partout sur la planète, sont en train de réagir. On voit que cela provoque même des contradictions au sein même de l'Union européenne, entre les pays, comme l'Espagne, l'Espagne, l'Irlande, des pays du Nord et le reste. Donc, les contradictions s'accroissent aussi au sein du camp impérialiste. Très bien. Youssouf Ousmane, on va poursuivre sur ce plan. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, finalement, ce soutien absolu à l'antité-sioniste dont s'est fait complice, que ce soit les États-Unis ou alors l'Union européenne ou l'ensemble du camp occidental, révèle finalement d'une hiérarchisation radicalisée non seulement des peuples, mais aussi raciale, ce qui est révélateur finalement de la composition même géopolitique et politique de l'ordre mondial actuel, n'est-ce pas? Oui, absolument. La dimension, la dimension ethnique, ethnico-raciale s'approfondit. On voit bien qu'on a affaire à un racisme complètement débridé, exactement comme au XIXe siècle, par exemple. On avait vraiment affaire à un racisme qui n'a même plus besoin de prendre des pincettes, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que toute cette idéologie des droits de l'homme qui était issue de l'après-Seconde Guerre mondiale, avec la volonté, soi-disant, de créer un ordre nouveau, basé sur le respect des populations, sur le respect des droits de l'homme, tout ça cette hypocrisie vole en éclats. Cette hypocrisie vole en éclats, et effectivement, on a affaire à un racisme brut. On le voit jusqu'en France, avec toutes ces chaînes de télévision qui diffusent des propos, mais d'un racisme d'un autre âge, que l'on n'aurait jamais pu imaginer. Un racisme à l'encontre des peuples du Sud. Alors, évidemment, la réactivation de la guerre d'Algérie, on le voit bien, de l'ennemi algérien historique pour tous les fascistes, on le voit bien, c'est absolument aberrant. Mais je crois qu'il y a une bonne partie de la population française qui ne marche pas dans ce racisme, notamment au niveau de la jeunesse. Et je pense que les mois à venir, les années à venir, vont montrer qu'il y a toute une partie de la population en France, mais également européenne, également aux États-Unis, qui va s'affermir, qui est en train de faire son éducation politique. Cette population généralement de jeunes, eh bien, est en train de faire une éducation politique qui va à l'encontre des schémas traditionnels de l'impérialisme. Et ça, c'est quand même quelque chose de très positif, parce que vraiment, ce racisme débridé, je le dis, on n'avait pas vu cela depuis le 19e siècle. Il faut reprendre
des manuels scolaires d'avant la Seconde Guerre mondiale pour trouver un racisme aussi débridé, aussi naturel. Peut-être même revenir aux colonies, notamment africaines, avec le racisme scientifique ou encore l'école d'Alger dont on fait partie les psychiatres français durant la colonisation, sur lesquels France Fanon s'est beaucoup penché. Youssef Bousmah, est-ce que vous pensez qu'en cette année 2026, on devrait analyser l'entité sioniste non plus comme étant un simple allié de l'Occident, mais comme étant un acteur? Je m'explique. L'entité sioniste, aujourd'hui, on l'a vu, elle a mis devant le fait accompli les États-Unis en agressant déjà la bande de Gaza, avec les colonies qui sont en train de doubler, de tripler dans la Cisjordanie occupée, en agressant l'Iran, en agressant aussi un allié précieux des États-Unis qui est le Qatar, ou encore en reconnaissant une entité comme étant indépendante dans la Corne de l'Afrique qui est le Somaliland. Donc est-ce qu'aujourd'hui finalement l'entité sioniste est en train de prendre presque du courage devant son principal allié qui est les États-Unis, ou est-ce qu'on doit aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, la réfléchir comme étant un point à part entière dans la stratégie impérialiste finalement? Eh bien, un petit peu les deux, mais vous avez tout à fait raison. On a l'entité sioniste qui aujourd'hui essaye d'avoir une autonomie, d'accroître son autonomie. Alors, au plan politique, oui, on peut dire que on a le développement le développement du pouvoir de l'entité sioniste un peu partout, et en Afrique particulièrement. Alors bien sûr, elle a pris pied au Maroc, mais également on le voit au Somaliland, dans d'autres pays. Et elle fait de nombreux efforts. Elle intervient également par l'intermédiaire des Émirats arabes unis, que l'on peut considérer vraiment de ce point de vue comme un proxy de l'entité sioniste, au Soudan notamment, avec toujours comme objectif de diviser les populations, de diviser les peuples. Et c'est vrai que nous vivions une période où l'entité sioniste intervient comme un acteur indépendant au plan politique. Alors au plan économique et au plan militaire, l'entité sioniste reste encore extrêmement dépendant des États-Unis. C'est pour ça d'ailleurs que Netanyahou vient de prévoir un plan gigantesque de développement d'armement de l'entité sioniste qui sera indépendant des États-Unis, parce que je crois que lui-même s'est rendu compte à quel point il dépend quand même. Et puis Trump n'est pas éternel. Rien ne dit que les continuateurs de Trump ne vont pas devoir faire un bilan du quinquennat catastrophique de Trump, et rien ne dit qu'ils ne vont pas changer. Donc de ce point de vue, d'ores et déjà, Netanyahou essaie de prendre des mesures qui permettraient à l'entité sioniste de devenir complètement indépendant au plan militaire. Mais ça veut dire que l'entité sioniste est encore dépendant au plan militaire. Les super bombes américaines sont encore nécessaires pour attaquer l'Iran. D'ailleurs, c'est pas un hasard si Netanyahou s'est rendu aux États-Unis rencontrer Trump comme il y a 2 jours pour obtenir l'autorisation d'attaquer l'Iran. Autorisation qui, paraît-il, aurait été donnée. Donc, mais au plan politique, c'est vrai qu'on a la tentative de déploiement tout azimut, et notamment en direction de l'Afrique, en direction évidemment de la mer Rouge, de l'entité sioniste, et avec de plus en plus d'arrogance et de tentatives d'indépendance. Ça devient un acteur régional à part entière, en tout cas pour l'instant. Très bien, Youssef. Un autre événement a marqué cette année 2025, c'est un peu les changements des alliances traditionnelles au sein du Moyen-Orient. Je fais référence notamment à, vous en avez parlé, les Émirats arabes unis qui vont un peu à contresens de l'ensemble de ces alliés traditionnels pour justement se rapprocher un peu plus de l'entité sioniste avec ces fameux accords d'Abraham. Ce rôle-là qu'est en train de jouer aujourd'hui le Moyen-Orient, mais aussi la présence aujourd'hui, l'influence russe et chinoise dans le Moyen-Orient. Est-ce qu'en 2026, on va aller est-ce que ces nouvelles reconfigurations sont à suivre de près en cette année 2026, même s'il est un peu peut-être trop tôt pour le dire? Oui, bien sûr, elles sont à prendre en considération. Alors, on va voir le développement de la guerre en Ukraine. C'est évident que si la Russie n'est plus impliquée dans le bourbier ukrainien, c'est évident qu'elle pourra se consacrer davantage, et avec la Chine, elle aura une marge de manœuvre beaucoup plus importante. D'autant plus que l'impérialisme connaît énormément de difficultés au plan économique. D'ailleurs, il faut prendre aussi l'arrivée de Trump au pouvoir comme étant aussi
comment une impasse dans laquelle se trouve l'impérialisme américain. Je veux dire, si Trump arrive au pouvoir, c'est parce que l'impérialisme américain est aussi dans une situation extrêmement difficile, à tout point de vue. Et ses gesticulations en direction du Venezuela, etc. Mais alors c'est vrai qu'il y a une nouvelle configuration. Cette nouvelle configuration va apparaître également des contradictions entre les Émirats arabes unis et l'Arabie. Et on a vu avec l'épisode récent au Yémen. On a vu que ça n'a pas traîné. L'ultimatum de l'Arabie saoudite, finalement, a marché. Et les Émirats arabes unis ont retiré leurs forces du Yémen, de cette nouvelle création, cette nouvelle entité de Yémen du Sud. Donc, il y a une nouvelle configuration au Moyen-Orient. La fin de la guerre en Ukraine va, à mon avis, rebattre les cartes, puisque cela va libérer la Russie de cette hypothèque. Et avec la Chine, je pense que l'alliance va se raffermir, d'autant plus que visiblement, cette sortie de guerre en Ukraine va se faire malgré tout, ne va pas se faire au détriment de la Russie en tout cas. Et donc, on est dans une situation où on est en pleine évolution. On va voir ce qui se passe également au niveau de l'Afrique, où là des événements graves se passent. Donc de ce point de vue, on peut dire que on va voir se renforcer, il me semble, l'axe Moscou-Pékin va se renforcer l'année qui vient. Et le Moyen-Orient va être aux prises avec aussi une configuration qui va peut-être nous étonner parce que la contradiction entre l'Arabie Saoudite et les Émirats, on sait que l'Arabie Saoudite est extrêmement ulcérée par le rôle que les Émirats arabes unis jouent et veulent jouer au Moyen-Orient, c'est-à-dire tout simplement prendre la place numéro 1 au Moyen-Orient. Et cela va entraîner aussi des problèmes pour l'entité sioniste, évidemment, qui jouait sur les deux jusqu'à maintenant. Donc, je crois que beaucoup de choses vont évoluer l'année qui vient et qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Très bien, une dernière peut-être question avant la fin du temps imparti à cette émission. Youssef Boussemah, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu plus sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la question palestinienne est au cœur de ce qui semble presque être une ligne entre deux camps, que ce soit au niveau politique, au niveau des institutions. Vous l'avez dit au début, ça commence à créer même des fractures au sein de l'Union européenne. Ça a créé des fractures entre les dirigeants du Nord et leur peuple. Les peuples du Sud, et généralement avec les gouvernants, sont d'accord sur cette question, sur la nécessité d'en finir avec la colonisation. Pourquoi et comment est-ce qu'elle va influer en 2026 ? Eh bien, c'est évident que je crois que c'est pas simplement la ligne de partage. La Palestine ne trace pas uniquement la ligne de partage entre, disons, le droit et l'injustice, mais également entre l'humanité et l'inhumanité. Et c'est cela qui marque les esprits. C'est-à-dire que pour être sensible à la Palestine, ça n'est même pas une question politique en vérité. C'est une question d'humanité et je crois que les peuples de la Terre ont tous compris et le comprennent bien. Il y a un unanimisme total en direction de la Palestine aujourd'hui qui est absolument indéniable dans n'importe quel pays du monde. C'est parce que les peuples du monde voient la Palestine comme étant la marque de l'humanité et voient l'entité sioniste comme étant l'expression la plus absolue de la violence impérialiste. Alors la violence impérialiste d'aujourd'hui, mais celle de toujours. Celle de toujours, on pourrait dire depuis l'époque des croisades, depuis l'invasion de l'Amérique, à partir de la conquête espagnole. Je crois que c'est ce que dit le nom Palestine est le nom de la résistance de tous les peuples à l'écrasement, à l'impérialisme. Et tout le monde entier et tous les peuples de la Terre le comprennent ainsi. Donc je pense que cela, va se renforcer. La Palestine est le nom que l'on donne aujourd'hui à l'humanité, à la vérité de l'humanité. Et c'est pour ça que je suis, malgré tout, en dépit de toutes les souffrances, je suis optimiste. Je suis absolument indéfectiblement optimiste parce que je pense que le projet sioniste ne réussira pas. Je l'ai dit, il va être obligé de multiplier les guerres, mais en multipliant les guerres, il multiplie les erreurs, il montre son véritable visage, et il est absolument évident que l'humanité n'acceptera pas ça pour le long terme. C'est évident. Et je pense que ce qui va se passer dans l'avenir, va nous le montrer de plus en plus. Les peuples de la Terre voient la Palestine comme étant l'expression, leur aspiration à un monde pacifié, à un monde de justice.
Et voilà, l'enjeu est énorme. L'enjeu est énorme et ça dépasse largement la situation qui se passe uniquement à Gaza et en Palestine. Hein. C'est un enjeu mondial. Très bien, Youssef. Je rappelle que vous êtes historien et militant antisioniste. On arrive à la fin du temps imparti à cette émission. Je vous accorde 30 secondes pour un dernier mot. Et permettez-moi déjà de vous souhaiter une joyeuse année à vous et à l'ensemble de vos proches. Merci beaucoup et moi aussi je souhaite les meilleurs vœux pour tout le peuple algérien, pour tous les peuples de la terre épris de liberté, épris de justice et bien sûr en premier lieu pour le peuple palestinien. Non, mais je pense que c'est vrai que devant toutes les images terribles que l'on voit à Gaza et en Palestine, on pourrait être pris de certains élans de désespoir, mais je crois qu'il ne faut pas. Il ne faut pas, et c'est ce que nous dit le peuple palestinien, il nous dit en dépit de tout, en dépit de toutes les catastrophes qu'il subit actuellement, il reste volontaire, il reste optimiste. Regardez ces enfants palestiniens qui, malgré tout, en dépit de l'eau, en dépit de tout, continuent à avoir le sourire et à croire en la vie. Je crois que c'est une très belle leçon d'humanité. Très bien, Youssef, merci pour ce rappel. Merci de rappeler la grande résilience du peuple palestinien, mais aussi du peuple sahraoui qui se bat pour leur indépendance, tous les deux, pour en finir avec le colonialisme. Merci, Youssef. Quant à vous, très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, en mon nom et en nom de l'ensemble des équipes de l'échiquier international, une excellente année à finir sur ces notes positives, sur les mots de Youssef Boussoumah. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.